Salut à tous, c'est Jérém de Slab. On se retrouve pour un nouvel épisode de Slab Revision. Cette fois-ci, c'est Gontran Marshall d'OGM Bodyboard Shop avec qui on a passé un petit peu de temps pendant 1 heure, qui va être interviewé. Gontran, c'est un personnage historique du bodyboard français. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il gère OGM Bodyboard Shop à Cap-Breton d'une main de maître, avec des choix francs et assumés tout au long de son parcours. On est revenu sur la création du Bodyboard Shop, on est revenu sur son team, sur sa vision des choses du business bodyboard français et mondial. Donc voilà, vous allez juste après voir son interview, la rencontre qu'on a fait la semaine dernière ensemble. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne et également faire une petite visite sur notre site internet slab-bodyboard.com qui est rempli de plein de goodies et plein d'articles. Alors, salut à tous. Donc, je m'appelle Gontran Marshall et j'ai créé OGM Bodyboard Shop il y a 21 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler au quotidien dans le boogie? Déjà, la passion. Moi, je fais du bodyboard depuis l'âge de 12-13 ans. Et en fait, c'est vrai que ça a toujours été très difficile d'acheter du matériel, enfin de trouver du matériel déjà. Il y avait à l'époque, il y avait peut-être un magasin, tu vois, qui proposait une seule marque. Et donc l'idée, voilà, c'était de donner accès aux pratiquants à un large choix de matériel pour pouvoir bien s'équiper et se faire plaisir en bodyboard. Comment t'es tombé dans la passion du body plus jeune? Tout simplement en habitant Cap-Breton, forcément, tu es obligé d'aller un petit peu dans l'eau, tu vois. Et puis une première vague sur un bon petit B-Max d'époque a suffi à déclencher la passion, en fait, hein, cette sensation de glisse. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après toi, 30 ans après, tu t'en sépares pas. Je te disais la dernière fois, t'es un peu je trouve le Highlander des shops de boogie en France. À quoi t'attribues ta longévité selon toi? Très bonne question. Déjà, je pense que je suis arrivé au bon moment, hein, puisque j'étais un peu le premier magasin. Et après, comme tout chef d'entreprise, c'est-à-dire du sérieux dans les horaires de travail, la comptabilité, tout ce qu'il faut pour que l'entreprise continue d'exister. L'emplacement aussi est un choix particulier parce que donc sur la plage de Cap-Breton, sur le front de mer, déjà je voulais pas être, tu vois, au milieu à Hossegor, au milieu de toutes les marques de surf. Donc je préférais être sur Cap-Breton, et c'est vrai qu'être face à la plage, tu touches aussi plus de clients qui n'ont pas spécialement à voir avec le bodyboard, mais tu vois, les ventes de tongs, de maillots, de choses comme ça, et qui bien sûr aident à l'activité bodyboard pure et dure, quoi. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui sauraient pas pourquoi c'est aussi dur d'avoir un bodyboard shop par rapport à un surf shop par exemple? Parce que le bodyboard reste un mini-marché, quoi, hein, un marché de niche. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup moins de pratiquants que de pratiquants de surf. Donc c'est surtout ça, hein. Je veux dire, le marché n'est pas exponentiel, donc c'est compliqué pour tous les acteurs de toute façon du secteur bodyboard, quoi. Tu as toujours voulu rester core et pas développer autre chose que le bodyboard, quoi. Voilà, c'était l'idée de base, hein. Je me suis dit, moi, je crée ça, mais je m'étais aussi interdit de faire autre chose, enfin de faire un rack de surf, toi, pour les louer l'été, ou de travailler avec des marques surf pur et dur. Ça, c'était interdit. Je me suis dit, le concept, soit il fonctionne comme ça, soit il fonctionne pas. Qu'est-ce que, selon toi, a valu la perte de certains bodyboard shops en France? Toujours pareil, hein, ce marché qui laisse pas trop le droit à l'erreur. Et après, je pense qu'il y a tout ce qui est gestion, etc. derrière aussi. Sur ces 10 dernières années, tu vends autant de planches tous les ans ou ça fluctue selon le marché, selon l'intérêt du body mondial? Ouais, c'est ça, ça fluctue pas mal, hein. Ça dépend bien sûr des conditions de surf. C'est sûr que plus il y a de vagues, plus les gars ont envie d'aller rider, donc plus ils ont besoin de matos. Mais après, ouais, ça fluctue pas mal, hein. Là, on sort des années Covid,
où effectivement il y a eu pas mal de ventes parce que les gars ont eu besoin de sortir de chez eux, enfin, donc se Ouais. faire plaisir. Et ça a été vrai pour le bodyboard, mais pour le surf, le vélo, les tables de ping-pong, tous les sports extérieurs, entre guillemets, se sont bien vendus. Et là, on est plutôt dans un effet, dans un retour de bâton où justement tout le monde s'est équipé massivement. Et du coup, le marché est plus calme cette année, en rajoutant en plus l'inflation, etc. On voit toutes ces planches derrière toi. Tu peux nous dire à peu près combien de planches tu as dans l'année en magasin? Alors, il y a environ entre 250 et 300 planches toute l'année en stock. Tu vis correctement de ton shop? Alors, j'arrive à me payer, Ok, ce qui est déjà pas mal et ce qui est essentiel aussi, hein, bien sûr. bien sûr. Au bout d'un moment, tu vois, je suis marié, j'ai 2 enfants, comme tout le monde, hein, j'ai un crédit maison, donc il faut bien que ça, voilà, il faut bien que ça rentre un petit peu. Bien sûr. Après, j'allais dire pareil, comme beaucoup d'entrepreneurs, oui, je me paye, mais si on fait un ratio euh, sur le quota d'heures, etc., tu vois, non, je suis relativement mal payé. Justement, par rapport à ces 21 ans, à se lever, à aller vendre des bodies, enfin tous les jours, est-ce que tu sens une espèce d'essoufflement ou pas du tout? Non, la motivation est toujours bien présente. Après, c'est sûr qu'au bout de 20 ans, tu te dis, bon, mais j'ai fait le tour, quoi. Mais après, pourquoi vouloir tout changer, tu vois? Au contraire, je suis assez fier que ce shop tienne aussi longtemps. Je dis ce qui n'était pas. Personne n'aurait parié là-dessus, hein. Ni les banquiers, ni les fournisseurs, tu vois, personne n'y croyait vraiment au début. Donc, ça, c'est quand même une grande fierté que le shop soit toujours là 21 ans après. Et voilà, avec bon, diverses années, etc. Tu vois, par exemple, j'ai ouvert l'année du Prestige. Bon, dommage, avec les plages fermées, de suite, ça s'annonçait un petit peu compliqué l'histoire. Mais non, après, toujours motivé à voilà, conseiller au mieux les clients et voilà, dans le but qu'ils puissent vraiment s'amuser en bodyboard, quelles que soient d'ailleurs les planches qu'ils prennent. Hein. L'important, c'est vraiment de se faire plaisir. La dernière fois, il me semble que tu m'avais parlé du fait que tu avais fait un voyage en Calife et que du coup, tu avais vu des institutions un peu du bodyboard, des shops des années 90 qui sont encore, certains encore présents. Ouais. Tu peux nous parler justement de ça, de la sensation que tu as eue et comment tu as réussi un peu à vendre ton business aux investisseurs? Alors ouais, c'est vrai que c'était le déclenchement, ça, ce voyage en Calife là, avec des shops comme Action Beach qui n'existe plus maintenant, mais Alternative Surf, tu vois, qui existe toujours. Ouais, Et vraiment c'était même pas des corners, je te dis, c'était Action Beach, c'était un étage entier que de bodyboard quoi. Et forcément, quand je suis arrivé là-dedans, j'étais là, waouh, c'est le paradis quoi. Il faut faire la même chose ici quoi. Après, derrière, tu montes un dossier, mais je dis le dialogue a été très compliqué avec les banques. Bon, déjà, jeune, tu montes une activité qui n'existe pas, donc aucun chiffre pour se baser. bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'au début, c'était vraiment à tâtons. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un bon contact justement avec une banque qui m'a fait confiance au début. Moi aussi, j'étais hyper prudent, par exemple, sur le local commercial. Tu vois, j'avais un bail précaire. Ça veut dire que D'accord. j'avais un bail de 1 an et demi. Ce qui permettait de tester sans se mettre dedans Bien de sûr. beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un an et Ouais. demi, ça marchait pas. Il suffisait de fermer la porte et c'était fini, quoi. Sur ces 21 ans, quelle évolution des matériaux ou des planches ou les produits t'ont marqué en fait pour toi? Ouais, je pense qu'on est toujours en cours d'évolution. Hein, mais après, oui, des planches plus rigides pour que ça soit plus rapide. Tous les concaves aussi qui vont favoriser l'accroche. Tout ça pour aller plus vite, pour être plus performant dans l'eau, en fait. Et ça, c'est vrai que toutes les marques s'y mettent petit à petit. Tu vois, il y a des évolutions qui sortent de temps en temps et qui font du bien au marché, en fait. Hein. Mais je pense que toutes les marques, parce que je suis en contact avec pas mal de gars, tu vois, de Mike Stewart, Jeff Hubbard ou Nick Mesritz, qui est le patron de l'usine. Et tous ces gars-là sont en perpétuelle recherche d'évolution des planches, en fait. Hein. Ouais. Justement, avec Nick, tu t'entretiens, je pense, une relation assez particulière. Parle-nous un peu de la collaboration que tu as avec tes planches OGM avec lui. Ouais, donc Nick, ben, je le connais oui, depuis le début, puisque j'ai commencé à travailler NMD à la création d'NMD, qui est la propre marque donc, de Nick. Et voilà, c'est vrai on a toujours eu un bon feeling.
Et justement, il me permet en fait de produire les planches OGM au sein de son usine. Je suis le seul magasin au monde à qui il accepte de faire ça. Donc voilà, c'est très intéressant et c'est toujours très intéressant de discuter avec lui sur les shapes, sur tout ça pour faire évoluer aussi la gamme OGM. Le but, c'est vraiment de faire en fait un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire une planche, voilà, je ne vais pas faire des concaves ou des choses comme ça, je laisse le très haut de gamme, je le laisse aux marques. Ouais. Mais le but, c'est de pouvoir proposer aux pratiquants une très bonne planche qui, au niveau du shape et des matières, et bien sûr, avec voilà, pas de poster, pas de non-rider, pas de marketing, du coup, ce qui permet d'avoir un prix hyper raisonnable. Bien sûr. Donc voilà, après le client qui vient, qui cherche une Ben Player ou une Tanner McDaniel, il n'y a pas de problème, elles sont là. Mais celui qui a un peu moins de budget, eh bien, il peut quand même sortir avec une bonne board en PE, en NRG ou en PP à moindre frais, quoi. C'est quoi le pro modèle ou la board que tu as le plus vendu, tu penses, en volume depuis que tu as le shop? Depuis que j'ai le shop, donc c'est pareil, hein, les marques, ça tourne pas mal au niveau des tendances, on va dire. Bien sûr. Il y a des marques qui sont très à la mode quelques années, qui s'arrêtent après, il y en a d'autres qui reviennent. Mais depuis vraiment le début, je dirais que c'est NMD, hein, ça doit être la Ben Ouais. Player. Tu peux parler des choix que tu as fait, des fois, entre guillemets, en boycottant certaines marques ou en les distribuant plus? Alors, ce choix est effectivement, tu es obligé en fait de t'adapter aussi, hein. Mais ce choix est surtout venu du changement de stratégie de ces marques. C'est-à-dire que ces marques en question, tu vois de qui je dois parler, Bien sûr. ont été rachetés par différents gars qui ne sont pas du milieu et en fait qui arrivent avec une stratégie commerciale, tu vois, à la Nike. Enfin, pour moi, c'est une mauvaise stratégie sur ce micro-marché. Tout le monde a une paire de Nike dans son placard. Tout le monde n'a pas un bodyboard à 300 ou 400 euros dans son garage. Je te dis, ces gars-là arrivent avec des stratégies de vente en direct dans leur propre magasin ou sur leur propre site en ligne, de double marge, etc. Tu vois. Et pour moi, c'est difficilement réalisable sur ce petit marché. Et bien sûr, tu ne vas pas continuer à financer en fait ton concurrent. En plus, tu vois, il y a beaucoup de promotions, les marques font beaucoup de promotions et tout. Quel est l'intérêt d'acheter à ces marques-là, en fait? Il n'y en a plus. Tu as eu des échanges avec eux? Tu as essayé de parler de ça ou c'était compliqué? Oui, on a eu des échanges, mais une certaine marque, à la base, j'étais quand même le plus gros vendeur en France, hein. Bien sûr. Voilà. Donc, écoute, c'est leur stratégie. Au bout d'un moment, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Je leur dis, ben ouais, c'est étonnant de prendre ce virage-là. Mais je te dis, comme les têtes changent, en fait, ben, les idées changent aussi. Et ça s'est fait comme ça. Et de toute façon, des très bonnes marques, il y en a beaucoup. Chaque marque est remplaçable. Et la preuve, puisqu'en fait, le fait de ces choix-là, moi, ne m'ont pas fait baisser mon volume de vente. A contrario, il y a des marques avec qui tu entretiens des relations stables et pérennes depuis de nombreuses années. Ouais. Tu peux en citer quelques-unes. Oui, ben NMD avec Nick Mesritz, Science avec Mike Stewart, Versus avec Dave Winchester ou Hubboard avec Jeff Hubbard. Ça, c'est vraiment Yes. les petits avantages du métier, entre guillemets, c'est être au contact de tous ces gars-là qui sont des légendes. Et c'est toujours très intéressant de parler avec eux, justement, l'évolution des planches, l'évolution du sport, et puis de leur marché à eux, le marché australien, le marché américain. Ah oui, tu as des infos par rapport à ça? Parce que de France, c'est un peu opaque de savoir ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Australie, qui étaient quand même des marchés à chacun à leur époque presque leader en fait. Et Ouais. on a eu des moments comme j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a eu un long trou noir pour eux. Tu sais comment ça se passe aujourd'hui pour ces marchés-là? Alors ça reprend, hein, aux États-Unis, ça reprend. Après, les Américains sont très fermés sur les marques américaines, quoi. Enfin, ils préfèrent vraiment acheter les marques américaines. Et c'est vrai que l'Australie, à un moment, était leader sur le marché.
Mais c'est pareil, il y a eu tellement de déstock avec certains distributeurs qui sont tombés, certains magasins, qu'en fait, ça a inondé le marché de planches pas chères, enfin de planches en déstock. Ouais. Et derrière, en fait, ça a coulé le marché. C'est ça qui s'est passé, mais c'est pareil, c'est en train de revenir aussi. Tu es encore un des seuls à organiser des visites ou des séances de signature. C'est important pour toi, ça? Ouais, bien sûr. Moi, c'est important parce que tout simplement, j'aurais rêvé d'y participer en étant plus jeune. Bien sûr. Voilà, avoir Jeff Hubbard ou Mike Stewart comme ça dans le shop à côté de chez toi, c'est incroyable, quoi. Enfin, à l'époque, c'était juste impossible. Et voilà. Maintenant, j'arrive à le faire fréquemment. Et c'est vrai que tous les riders là, qui viennent voir qui viennent voir ces pros, tout le monde à la banane, il y a une espèce d'énergie de dingue. Ça fait vraiment plaisir, ça, pour le coup, parce que voilà, tout le monde est hyper content et les pros aussi sont très simples, très faciles d'accès, très monsieur tout le monde, en fait. Mais Bien du sûr. coup, c'est positif pour tout le monde. Toi aussi, tu as t'as toujours investi avec un des meilleurs teams de riders pour un shop dans le monde. Ça a toujours été quelque chose d'important pour toi? Ouais, c'est sûr que, bien sûr, ça a pu servir à l'image du magasin au niveau national ou international. Mais le but premier, c'était pas ça, c'était surtout pousser ces jeunes-là. Faire profiter, en fait, de mes relations et de mon poids dans le marché pour pousser les marques à investir sur des jeunes, genre à l'époque Pierre-Louis. Ouais. Tu peux nous parler justement de la relation que tu as particulière avec Pierre-Louis? Alors Pierre-Louis, oui, Pierre-Louis, je le connais depuis qu'il était arrivé à Cabreton, hein, tout petit, déjà qui déchirait déjà terrible à l'époque. Donc j'ai bien connu avec sa sœur, ses parents. On est resté très proches, hein, on est resté très proches avec Pierre-Louis, même si voilà, une fois de plus, le business nous a séparés en fait, hein. Bien sûr. Toujours pareil, ces marques a créé leur propre magasin. Du coup, en ayant Pierre-Louis, dit bon, mais maintenant, ça serait bien que tu représentes notre magasin et plus moi. Voilà. Mais bon, aucun problème avec Pierre-Louis. Après, c'est du business, quoi, hein, c'est normal. Bien sûr. Tu as des nouveaux riders aussi. Tu as Max Castillo, Ouais. le jeune Yon Emar. C'est toujours cette volonté de les aider, de les pousser un peu aussi le bodyboard français. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y a des gars qui sont dans le team depuis quasiment le début. Derek Crater, qui est au Santocha maintenant, d'ailleurs, qui a ouvert une branche bodyboard au sein du Santocha. Donc ça aussi, c'est très bien pour les cours, pour promouvoir le sport. Bien sûr. Et voilà, Sylvain Langlais de la Salie, Anne-Cécile Lacoste, Jean-Pierre Parole. Tout ça, c'est un peu le team vraiment Historique. qui sont là depuis le début. Ouais. Et après, ouais, les jeunes, Milo Lautier de La Réunion, pareil, dans l'idée de le pousser. Et puis, bien sûr, Yon et Max, quoi. Qu'est-ce que tu penses justement du fracassage de tous ces jeunes Français sur le tour là? Ah ben, c'est incroyable, je trouve. C'est un très bon message à envoyer à tout le monde, hein, au marché, mais aussi à la fédération de surf, absolument tout le monde. Le jour où on a 3 Français en surf sur un podium, voilà, c'est pas près d'arriver en fait. Donc nous, on les a en bodyboard et je pense qu'il faut vraiment, voilà, il faut prendre acte de ça et continuer à pousser. Et puis quand on voit Yon qui arrive très fort aussi, Ethan Capdeville, voilà, il y a une belle génération. Vraiment, chapeau, il y a plein, là, tout le French Boogie Crew, les gars sont hyper motivés et on gros niveau, quoi. Tu penses qu'on pourrait devenir j'ai l'impression qu'on l'est un peu déjà, mais tu penses qu'on pourrait devenir la nation numéro un du bodyboard sur les prochaines années? Ouais, je pense qu'on est en train de le devenir, ouais. Ouais, carrément. À tous les niveaux, au niveau des résultats, mais au niveau du marché aussi, hein. Chez nous, en Europe, le marché s'est pas écroulé comme il a pu s'écrouler aux US ou en Australie. On parlait d'Ethan là. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer. Il est soutenu par Olayan. C'est quoi ton sentiment par rapport à la percée de Decathlon dans le milieu un peu pro? Bah écoute, moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Ouais, Déjà, c'est très bien pour Ethan. Écoute, s'il arrive à avoir un budget correct qui lui permet de faire le tour, tant mieux, parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup d'argent vraiment dans le milieu bodyboard, donc c'est compliqué pour tous les gars d'avoir du budget. c'est sûr. Donc si Decathlon apporte ça à Ethan, eh bien, écoute, vraiment tant mieux pour lui. Et après, moi je pense que Decat, ça reste
je veux dire, Decat est présent vraiment partout et amène énormément de pratiquants dans l'eau pour la première fois en fait. Et donc je me dis que c'est hyper bénéfique parce que les gars n'importe où peuvent acheter un petit bodyboard Decathlon, s'amuser comme moi j'ai pu m'amuser au tout début avec mon Bmax et après vraiment si on a un petit pourcentage de tous ces gens-là qui kiffent le sport, par la suite ils investiront sur des marques vraiment bodyboard, hein. J'ai un peu comme ils font avec leur vélo. Bien sûr. Decat fait de très très bons vélos. Après, voilà, si tu commences vraiment à faire de la descente ou des jumps ou des trucs comme ça, et tu t'orientes sur une marque vélo pure. La dernière fois, on a parlé aussi de l'absence du Tour français, donc on parlait aussi de peut-être là ces derniers temps de peut-être pouvoir un peu mettre la pression avec les résultats des Français à l'international sur la fédération pour qu'on ait enfin un Tour français digne de ce nom. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça aussi? Alors, oui, je te dis que c'est en cours. Voilà, clairement, c'est en cours pour le Tour français, bien sûr, et avec, espérons aussi, une étape IBC en France. On voit des jeunes, plein de jeunes de l'école d'Océan de Route, de Nico Padois. On voit aussi que par chez toi, Derek, il fait du super bon boulot, je pense, avec les jeunes. Il y a aussi Chicken au Pays Basque qui fait vraiment du super bon taf. Je trouve que ça serait vraiment incroyable de les voir tous se côtoyer sur une compète. Ça serait vraiment intéressant, quoi. Bah oui, c'est le but, hein. Il faut vraiment, de toute façon, en passer par là. Il faut faire un tour français solide. Et déjà, et après, effectivement, le tour mondial, une étape du tour mondial en France, voilà, c'est l'apogée du truc, quoi. Et bien sûr que ça serait hyper positif pour le sport. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, quelques bonnes vagues avec pas grand monde. Compliqué ça. Non, mais écoute, je sais pas, que la santé et que tout continue. Moi, je continue mon travail et comme je te dis, je suis assez content du résultat au bout de 20 ans. Et je sais pas, peut-être pas 20 ans de plus, mais plusieurs années de plus en tout cas.